of the crow is alive. Alors, il y a environ 14,6 milliards d'années, le Big Bang, une explosion de la matière, a créé l'espace et le temps. Au début de l'univers, l'espace était complètement rempli par la matière. Cette matière était à l'origine très chaude et très dense. Et cette explosion, en la dispersant, a projeté des milliards de poussières qui, en s'agglutinant sous l'effet de la force de la gravitation, a formé dans un premier temps des météorites d'une dizaine de kilomètres de diamètre. Et qui, à leur tour, se sont heurtées entre elles pour former les 8 planètes de notre système gravitant autour du Soleil. Ce processus a créé un univers en expansion, donnant les étoiles et les galaxies que nous observons aujourd'hui. La Voie lactée est l'une de ces galaxies dans laquelle se situe notre système solaire. Depuis la fraction de seconde après le Big Bang et l'extension de l'univers, la théorie des champs gravitationnels, connue sous le nom de la relativité générale gravitationnelle d'Einstein, démontre scientifiquement que l'univers est en expansion, que les galaxies s'éloignent les unes des autres, et que la vitesse d'éloignement augmente proportionnellement à la distance qui les sépare. Alors que les scientifiques pensaient que cette expansion ralentissait, en 1997, des astronomes ont constaté qu'au contraire, elle s'accélérait. Alors pour expliquer ce phénomène, il suffit d'ajouter le critère de la constante cosmologique à l'équation d'Einstein, c'est-à-dire d'affirmer que le vide possède une énergie. Selon la mécanique quantique, une particule microscopique ne peut avoir une vitesse et une position parfaitement définies. C'est-à-dire que les particules sont toujours en mouvement. Le vide possède donc une énergie et n'est donc pas vraiment vide. Les scientifiques observent d'une part l'énergie du vide en cosmologie au travers des observations sur l'expansion de l'univers. D'autres scientifiques, basant leurs recherches sur la mécanique quantique, ont élaboré des équations pour calculer cette énergie. Le problème est que les résultats obtenus sont tellement différents que chaque groupe de scientifiques doit revoir sa copie pour accorder leur violon. Mais c'est la quête de la science de partir sans arrêt à la recherche de réponses basées sur des observations expérimentales, contrairement aux religions, qui elles se contentent d'explications fondées sur des croyances rassurantes, des allégories laissant libre cours à toute interprétation possible. Alors avant d'entamer la formation de la Terre, nous allons faire une petite digression et parler de la formation de la Lune. Selon les scientifiques, le scénario serait le suivant. Environ 50 millions d'années après la formation de notre système solaire, la Terre, une boule encore en fusion, est percutée par Theia, une autre planète dont la taille correspond à la moitié de celle de la Terre. Et juste après l'impact, les débris se sont dispersés et sous la force de l'attraction, ils se sont rassemblés pour former la Lune. Cependant, la Terre, en absorbant la plus grande partie de Theia, a augmenté fortement son volume et dont la conséquence directe a été une attraction plus forte et empêchant l'atmosphère de se dissiper dans l'espace. Cette atmosphère, servant de bouclier, a donc protégé la Terre des vents solaires. Et en retenant l'atmosphère, contenant à très forte dose du gaz carbonique, les rayons du Soleil ont été emprisonnés et la Terre s'est ainsi réchauffée. Nous pouvons donc dire que cette collision a favorisé l'évolution de la Terre car le climat s'est stabilisé, les premiers micro-organismes fournisseurs d'oxygène sont apparus et la vie est née. Les scientifiques découpent l'évolution de la Terre en différentes étapes géologiques. Et nous allons commencer par le Précambrien. Cette période s'est étalée sur 4 milliards d'années, durant laquelle la Terre, nous allons le voir, s'est formée au fil d'enchaînements d'étapes majeures pour sa formation. Peu à peu, et au regard de l'activité plus que mouvementée sous la force de l'attraction, la Terre a atteint la taille que l'on connaît aujourd'hui. Et bien que la chute des météorites continuait, une relative stabilité s'est installée, permettant un certain équilibre entre toutes les forces en présence.
Les collisions successives des planétoïdes avec la Terre avaient engendré à sa surface une température d'environ 1300 degrés Celsius. Et en percutant la Terre, les matériaux les plus lourds, comme le fer et l'iridium, se sont enfoncés au centre de la Terre en fusion. Tandis que les gaz contenus par ces planétoïdes se sont échappés et l'eau s'est vaporisée. Associée au gaz carbonique, la vapeur d'eau a formé des nuages restant en suspension, car l'attraction terrestre les empêchait de s'échapper dans l'espace intersidéral. Et c'est ainsi que s'est formée la première atmosphère terrestre formée par le gaz carbonique, l'azote et la vapeur d'eau. Alors le ralentissement des chutes de météorites a favorisé le refroidissement de la surface de la Terre, faisant aussi baisser la température de l'atmosphère. Les nuages à 500 km d'altitude ont commencé à descendre. Alors qu'il ne faisait plus que 300 degrés à la surface de la Terre, les nuages sont arrivés à saturation. C'est alors qu'il s'est produit un phénomène qui allait favoriser le développement de la vie sur Terre, la pluie. Mais nous sommes à 4,6 milliards d'années avant notre ère, et bien des événements se produiront avant l'apparition de la vie. Arrivés à saturation, les nuages ont libéré l'eau de pluie qui s'est immédiatement évaporée sur une surface, je le rappelle, à 300 degrés Celsius. Puis elle est retombée, entraînant un cycle qui a accentué le refroidissement de la surface de la Terre et la couvrant de mer. Ce cycle a duré plus de 100 millions d'années, qui, à l'échelle du long processus de la formation de l'univers, permet aux scientifiques d'affirmer que la formation des mers a été instantanée. D'ailleurs, les scientifiques considèrent que ce phénomène équivaut à la moitié de la quantité d'eau dans les océans actuels. L'autre moitié proviendrait des météorites qui continuaient à s'écraser sur la Terre. Et en 2005, une météorite de 6 km de diamètre a été détectée. Les scientifiques ont donc envoyé un projectile et rien que l'impact a permis de déceler 250 millions de litres d'eau, ce qui laisse imaginer la quantité réelle d'eau que cette comète pouvait contenir. Finalement, les nuages se sont dissipés, laissant apparaître les rayons du Soleil sur une planète recouverte à plus de 70% d'océan, dans une atmosphère dépourvue d'oxygène, ne permettant pas encore la vie. Pourtant, les scientifiques ont retrouvé des fossiles à Isua, au sud-est du Groenland, enfouis dans les plus vieilles roches. Les chercheurs pensent que la déformation de la structure de ces roches, restées en un seul morceau, démontre qu'en dépit d'une exposition prolongée à la chaleur terrestre, ces roches ont été formées sous la mer. Datant de 3,8 milliards d'années, soit 800 millions d'années après la création de la Terre, ces fossiles d'une taille microscopique, les coraux, qui pour leur part absorberont le gaz carbonique dissous dans la mer, et les stromatolites et le plancton, qui par la photosynthèse allaient quant à eux absorber le CO2 pour créer de l'oxygène dans la mer, et favoriser ainsi l'apparition de la vie. Aujourd'hui, le plancton fournit environ 50% de l'oxygène de l'atmosphère. Notre planète passera ainsi d'un état privé de vie à une abondante forme de vie suite à la création des océans, carrefour de son évolution.